Yo les bros, c'est Goji et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la review du chapitre 1023 de One Piece. La semaine dernière, nous nous étions quittés dans une scène des plus épiques opposant Zoro et Sanji à King et Queen. Un nouveau combat de commandants allait commencer pour le plus grand plaisir de nos yeux. Eh bien, ce chapitre en est la suite parfaite. Il est peut-être même encore plus hypant que le précédent puisque aujourd'hui, nous allons voir ensemble que les origines de Sanji et Zoro commencent étonnamment à se dévoiler, confirmant peut-être au passage une de mes plus anciennes théories. Comme si ça ne suffisait pas, le nom de la tribu de King et sa localisation a également été mentionné pour finir par une apparition majestueuse d'un nouveau dragon dans les cieux de Wano Kuni, Kozoki Momonosuke ayant vieilli de 20 années. Autant vous dire que je vous réserve du très lourd dans cette review, alors si vous désirez savoir pourquoi Sanji serait l'être ultime du Garma Double Six, ou encore pourquoi Zoro serait un descendant du prestigieux clan Shimotsuki, eh bien préparez-vous car c'est tout ce qui vous attend dans cette nouvelle vidéo. Je ne vous demanderai que deux choses comme à chaque vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes tant elle m'a demandé un travail de fou en un temps record, ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin d'atteindre le chiffre symbolique des 300 000 Nakama avant la fin de l'année. Je remercie chacun de vous du plus profond du cœur et je vous propose de bien vous installer et profiter comme il se doit de cette grande review du chapitre 1023 de One Piece. Je voudrais commencer cette review par un mea culpa. En effet, dans la review du chapitre 1022, je vous ai dit qu'Onigashima était en vol que depuis 15 minutes, alors que pas du tout. Je ne sais pas ce que j'ai compris de travers, mais je l'ai fait, donc toutes mes excuses, car j'ai dû en induire en erreur parmi vous, et je préférais avertir en vidéo pour récupérer ma faute plutôt que faire un message qui ne sera vu par beaucoup moins de personnes. Alors que King et Queen se relèvent de l'attaque qu'ils ont pris par Zoro et Sanji, Kawamatsu et Yogoro décident de laisser le champ libre aux deux Mugiwara et combattent contre les sbires tentant d'interférer avec leurs alliés. Très vite, Marco, en voyant King et Queen se relever, se rappelle de mystérieuses paroles que lui avait tenues Barbe Blanche. Il y a longtemps, bien avant l'époque de Marie-Joise, il y avait un pays de dieux au-dessus de Redline. Ces mots résonnent tout juste après la révélation de Marco dans le dernier chapitre, indiquant qu'au-dessus de Redline se trouvait une race capable de manipuler le feu. Un clan aujourd'hui disparu que King connaîtrait très bien puisqu'il en serait le descendant. Le calvaire de ne pas connaître le nom de cette tribu se dissipe également avec ce chapitre puisque Queen révèle leur identité. King ferait partie du clan Lunaria. Le chapitre ne fait que de commencer et pourtant on pourrait déjà se croire inondé d'informations. Il faut dire que c'est la première fois dans l'histoire de One Piece qu'Oda dévoile une partie du passé de Redline et surtout de Marie-Joise. Alors qui était ce clan, mais surtout où se trouvait-il réellement? La semaine dernière, ma théorie concernant le clan de King voulait qu'ils habitaient il y a des centaines d'années à l'endroit précis où se trouve Marie-Joise actuellement et que le dragon céleste à leur arrivée les ait éradiqués dans le but de prendre leur place en ne laissant que peu de survivants. Aujourd'hui, cette théorie semble bien partie pour se confirmer puisque de ce qu'on peut comprendre du souvenir de Marco, c'est justement à l'endroit où se trouve Marie-Joise que le pays de Dieu s'étendait. C'est ici également qu'une première question se pose. Comment comprendre le sens de la phrase de Barbe Blanche? Est-ce que le pays de Dieu se trouvait au-dessus des hauteurs de Redline, c'est-à-dire au niveau des nuages encore plus haut que Marie-Joise, ou est-ce que le pays de Dieu se trouvait à l'endroit même où Marie-Joise a été construite, au sommet de Redline? Cela change tout puisque si c'est la première option, alors le clan de Lunaria, d'où vient King, ne serait ni plus ni moins qu'un peuple d'îles célestes. Cependant, s'il s'agit de la deuxième option, alors cela irait dans le sens de ma théorie et la tribu Lunaria serait donc originaire de la montagne de Redline. J'aurais tendance à choisir à nouveau cette deuxième option que je vais beaucoup plus développer. Ce n'est pas pour rien que Barbe Blanche a mentionné un pays avant l'époque de Marie-Joise, car ça sous-entend simplement que Marie-Joise a remplacé ce pays par le feu et le sang. Plus encore, le pays de Dieu, Lunaria, ce sont des noms parfaitement relié au christianisme, cette religion qui a inspiré Oda dans la conception des Tenryubito et de leur terre sainte. Oui, même Lunaria. Le nom du clan de King n'est pas sans rappeler un éventuel rapport avec l'astre lunaire définissant tant l'histoire de One Piece, notamment sur Wano Kuni où elle en devient omniprésente. C'est sans aucun doute le cas, pourtant il peut avoir un lien avec les religions chrétiennes. La Lunaria est une petite plante, inspirée du nom latin Lunaria qui signifie en forme de lune. Elle est également appelée la monnaie du pape ou bien pièce de Judas, à cause de sa ressemblance avec des pièces de monnaie et en allusion à l'histoire de Judas qui a été payé 30 pièces d'argent pour trahir le Christ le menant à la crucifixion. Oda a donc particulièrement bien choisi ce nom, en plus de faire une référence parfaite à la lune, elle fait également une référence à la religion inspirant Marie-Joise et ses habitants. Alors avec ces éléments en ma possession, voici ma théorie complète sur l'histoire de Marie-Joise et du clan Lunaria.
Les membres de la tribu Lunaria font partie des plus anciens habitants de la terre de One Piece. Ils proviendraient, ou seraient les descendants directs, des êtres de la cité lunaire de Bilka, celle-là même que Ener a découvert durant sa visite de la Lune. Ces êtres étaient considérés comme les dieux créateurs. Ils ont créé les Spacey, et une fois que la Lune avait épuisé ses ressources, ils ont voyagé jusqu'à la Terre, devenant à l'origine même des 3 races célestes, Shandia, Skypéens et Bilkan. Cependant, un 4e clan vit le jour, les Lunariens. Contrairement aux Shandia vivant sur Terre et aux Skypéens et Bilkan vivant sur les îles célestes, c'est sur Red Line que les Lunariens ont établi leur tribu. Alors qu'ils vivaient paisiblement, une guerre éclata sur les mers. 20 royaumes se liguèrent contre celui que l'on nomme l'Ancien Royaume. Le monde changea et 100 années ont été rayées des livres d'histoire. Le gouvernement mondial apparut pour la première fois au sommet de Red Line. Ils fondèrent Marie-Joise, un lieu surplombant le monde, pour réunir les familles des 20 rois ayant fondé la plus grande révolution du monde il y a de cela 800 ans. Les principales tribus et clans antiques ayant vécu sereinement pendant des milliers d'années se sont donc retrouvés réduits à néant, trahis par les autres. La tribu de Lunaria en fait partie. Eux-mêmes auraient été trahis par ce qui deviendra le gouvernement mondial, expliquant davantage le nom de cette plante et son rapport avec Judas ayant trahi le Christ. Les dragons célestes, jaloux et envieux de cette tribu divine, les auraient alors décimés pour s'auto-proclamer dieux à la place de ceux étant originaires des véritables dieux de la Lune. Aujourd'hui, les dragons célestes continuent de réduire en esclavage toutes les races, et c'est sur God Valley qu'ils jouissaient de ce pouvoir. C'est sur God Valley, il y a plus de 38 ans, cachés aux yeux du monde, que les Tenryubito profitaient de leur pouvoir avec tous leurs esclaves venant des 4 coins du monde, dont des rescapés de tribus antiques. C'est sur God Valley, la vallée de Dieu, que certains membres de la tribu de King se trouvaient enchaînés par les dragons célestes. Les Rocks le savaient, c'est pourquoi Barbe Blanche, Big Mom et évidemment Kaido connaissent l'existence de la tribu de King. Barbe Blanche racontait l'histoire du pays de Dieu au-dessus de Red Line, le pays des Lunariens. Il s'agit d'une espèce éteinte que Big Mom voulait récupérer puisque son désir était de réunir toutes les races du monde dans son pays. Et Kaido, quant à lui, a récupéré l'un d'entre eux pour en faire son plus puissant commandant. Ces 3 empereurs ont donc tous comme point commun d'avoir participé à la bataille de God Valley aux côtés de Rox d'Ichebek. Ironiquement, ce sont également les 3 seuls à connaître les Lunariens. Tout simplement car c'est sur cette île antique que les Tenryubito cachaient leurs esclaves les plus précieux, ceux venant bien avant du siècle oublié. Toute cette histoire aurait ni plus ni moins comme antagoniste principal les Tenryubito et le gouvernement mondial, car ce sont eux à l'origine de l'esclavagisme auquel Luffy devra mettre fin. Ils se font passer pour des dieux depuis des siècles, alors qu'en réalité, ils ont usurpé le trône et leur titre. Voici ma théorie sur ce que je pense être la véritable histoire autour de la tribu Lunaria et Marie-Joise, une histoire finalement très proche de toutes celles que nous avons pu voir dans One Piece jusqu'à présent. Un royaume qui se fait presque réduire à néant par des usurpateurs, c'est absolument toute l'histoire de tous les arcs de cette œuvre depuis le tout début. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons Luffy et lui seul peut mettre un terme à ce chaos. Le format d'une review me forçant à réduire au maximum les détails d'une théorie, si vous souhaitez que j'en fasse une vidéo spéciale, alors dites-le moi en commentaire, ça serait avec un grand plaisir. Alors que cette introduction était déjà folle, la suite l'est encore plus. Le fanboy de Zoro et Sanji que je suis est au paradis. L'un et l'autre coopèrent pour vaincre leurs adversaires dans une synergie à couper le souffle. Je vais commencer par évoquer le cas de Sanji. Sanji tient un discours plutôt intriguant à Zoro en lui disant que depuis l'utilisation de sa Red Suite, il sent quelque chose d'étrange se produire dans son corps. Sans que ce soit négatif ou nocif, cette sensation lui semble très bizarre. Tout juste après cette déclaration, Sanji attaque Queen avec son légendaire Diable Jump. La calamité de Kaido ne manquera pas de le provoquer en le traitant de cyborg du Germa. C'est évidemment un affront considérable porté à Sanji, râlant qu'il n'a rien à voir avec des machines et qu'il est 100% humain. Queen en rigolera et lui demandera si c'est normal pour un humain de générer du feu ou s'il fait partie de la tribu de Lunaria, le clan auquel appartient King. Alors finalement, qu'en penser? Que se passe-t-il avec la Red Suite? D'où vient le Diable Jump de Sanji? Eh bien après les origines de King, ce serait au tour des origines de Sanji d'être à nouveau dévoilées. Alors préparez-vous à nouveau car vous allez découvrir dès à présent comment et pourquoi je pense qu'il n'est ni plus ni moins que la création ultime du Germa Double Six qui s'éveille actuellement. Judge Vinsmoke, véritable génie scientifique de la recherche sur le facteur de linéage, avait un rêve des plus ambitieux, créer des soldats parfaits, modifiés biologiquement, capables de diriger les troupes militaires du Germa Double Six. Ces soldats n'étaient pas anodins puisqu'il s'agissait de ses propres enfants, une fille et 4 garçons destinés à régner sur les mers grâce au pouvoir scientifique et technologique du pays Germa. Bien que ces enfants aient développé des aptitudes physiques absolument extraordinaires grâce aux modifications apportées par Judge, l'un d'entre eux ne montrait aucun signe de changement. C'était Sanji, le plus normal des enfants. Il était tout le contraire de ses frères.
plein d'amour et de compassion, mais aucune résistance, ni force, ni capacité particulière. Très vite, il sera donc considéré comme le raté du Garma Double Six et de l'expérience de Juge Vinsmoke qui ira jusqu'à renier ce petit mouton noir. Et pourtant, si je vous disais que Sanji n'a jamais, pas une seule fois, été l'échec du Garma Double Six. Au contraire, il en est sa plus parfaite réussite, sa plus grande réalisation. Un homme aux capacités extraordinaires, possédant le gène de nombreux clans du monde et capable d'utiliser certains de leurs pouvoirs. Tout ça en ayant une véritable nature humaine, des sentiments et des émotions. Non, Sanji n'est pas un raté comme le disait Juge, il en est tout l'inverse. La différence entre lui et ses frères, c'est que l'éveil de ses pouvoirs, la formation de l'exosquelette, propre aux soldats du Garma, a mis beaucoup plus de temps à se développer. C'est pour ça aujourd'hui qu'il sent son corps changer, c'est pour ça qu'aujourd'hui son Diable Jump semble gagner en intensité, car c'est aujourd'hui que ces changements ont lieu. Et l'ironie de la chose, c'est que Juge Vinsmoke en aurait pris conscience en voyant Sanji à l'œuvre, lui faisant ainsi changer les a priori qu'il avait sur le fils qu'il pensait illégitime. Il aurait réalisé en se battant contre lui qu'il était très loin du raté qu'il a abandonné. Toutes ces choses l'ont fait grimper dans son estime et expliqueraient une scène des plus mystérieuses lorsque Luffy s'étonne de toutes les qualités de Sanji que Juge aurait vantées, alors qu'au contraire, il l'insultait. Puisque Luffy, grâce à son haki, est capable de connaître les véritables sentiments des gens, il aurait senti dans les mots et le cœur de Juge qu'il estimait désormais énormément son fils et voyait en lui de nombreuses qualités. Le comble serait que tout ça était sous nos yeux depuis le début, le fameux sourcil vrillé, si caractéristique de la fratrie Vinsmoke, est similaire pour chacun d'eux, sauf Sanji. Lui n'a pas les sourcils dans le même sens contrairement aux autres, ce qui signifie qu'il est bel et bien modifié génétiquement, mais qu'à la différence de ses frères et sœurs, il serait tout ce qu'il y a de plus unique. Alors comment expliquer le drôle de sentiment que Sanji a avec sa Red Suite? Comment expliquer l'origine du Diable Jump? Eh bien, comme je l'ai dit plus haut, les enfants Vinsmoke sont des créations, tous autant qu'ils le sont. Ils proviennent des expérimentations de Juge sur le facteur de linéage. Le roi du Garma a mélangé et modifié la structure biologique de ses enfants avant même qu'ils naissent pour leur conférer des aptitudes extraordinaires. Dans sa quête de perfection, Juge aurait alors utilisé, entre autres, des gènes de la race de King, cette espèce capable de contrôler le feu, et Sanji en aurait bénéficié au point de mettre à l'œuvre cette technique emblématique, le Diable Jump. Il ne serait alors pas littéralement du même clan, comme le sous-entend Queen, mais aurait bel et bien un lien génétique entre eux. Alors que se passe-t-il avec la Red Suite? Pourquoi Sanji se sent-il bizarre suite à son utilisation? Eh bien, dans la continuité de ma théorie faisant de Sanji l'être ultime du Garma, sa Red Suite aurait effectivement un rôle crucial. Cet équipement destiné à conférer de grands avantages à son porteur possède une petite particularité parfaitement logique, mais très peu connue des lecteurs, une identification biométrique. Chapitre 903, Sanji découvre que son frère lui a donné contre son gré la Red Suite qui lui appartient. Il n'en veut pas, souhaite s'en débarrasser, et Luffy et Chopper en profitent pour la récupérer. Une scène semblant basique au premier abord, mais qui ne l'est pas totalement, puisqu'il semble que seul Sanji soit capable de l'utiliser, signifiant que cet objet est lié au corps même du numéro 3 des Vinsmoke. Aujourd'hui, après l'avoir utilisé 2 fois au total, Sanji ressent des changements inhabituels, qui le relient directement à son utilisation de la Red Suite. Si on part du principe qu'il est la création ultime du Garma, la Red Suite aurait alors activé en lui ni plus ni moins que les changements biologiques qu'il aurait dû subir depuis son enfance. Pour faire encore plus simple, Sanji va subir un grand éveil de ses pouvoirs grâce à ses gènes modifiés qui seront rentrés en résonance avec sa Red Suite. Plus tôt, je disais que Juge se serait rendu compte du véritable potentiel de Sanji et qu'il était loin d'être le raté qu'il pensait. Eh bien, l'idée de lui donner sa Red Suite viendrait de lui, car Juge aurait modifié sa tenue de façon à ce qu'elle active les modifications génétiques endormies de son fils, qui est le seul véritable élu du Garma. Au final, le plus grand tyran des Vinsmoke, celui que l'on pensait sans cœur avec ses enfants, a réalisé la même chose que sa femme à propos de notre cher Sanji. Il en est sa plus grande réussite. Aujourd'hui, plus que jamais, tous les running gags autour de Sanji se transformant en un être enflammé tel un diable prend tout leur sens. Ce n'est pas un gag, il se transforme véritablement en être de feu. Et l'évolution finale de sa Diable Jump ne se limitera plus à une seule partie de son corps, mais à toute son intégralité. Sanji deviendra un démon enflammé par les gènes du clan Lunaria. Dans ma précédente review, je vous disais que la race de King allait sans doute nous expliquer comment et pourquoi Sanji pouvait générer des flammes grâce à son Diable Jump. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes plus proches que jamais de le savoir. Il faut croire qu'Oda a décidé de nous gâter de révélations concernant les fameuses ailes de Luffy qui ont tant brillé ces derniers chapitres. C'est au tour de Roronoa Zoro, fraîchement revenu au combat contre King, qui va attirer la curiosité de Yogoro et Kawamatsu. En le voyant affronter son adversaire, les deux samouraïs eurent un flashback les ramenant à une période où Wano Kuni n'était pas encore sous l'emprise des Kurozomi et de Kaido, plus précisément dans la région de Ringo. Effectivement, Yogoro et Kawamatsu voient en Zoro une très troublante ressemblance avec deux membres du clan Shimotsuki, Ushimaru, le daimyo de Ringo, et Ryuma.
le célèbre samouraï de Wano Kuni. Une ressemblance physique puisque Ryuma, que nous voyons pour la toute première fois de son vivant dans l'histoire de One Piece, avait également un œil en moins d'après leur dire. Une ressemblance avec Ryuma mais aussi une ressemblance dans le style de combat similaire à Ushimaru dans sa jeunesse. Et comment le nier, la représentation de Ryuma et Ushimaru, on a tout simplement l'impression de voir des Zoro d'une époque différente. Ces quelques paroles prononcées par ces deux samouraïs viennent de me projeter plusieurs années en arrière où à travers multiples de mes vidéos théories, je tentais de vous convaincre par tous les moyens que Zoro était beaucoup plus lié à Ryuma qu'on pouvait le penser. Ma première théorie à ce sujet va bientôt fêter ses 5 ans et se nommer tout simplement le destin de Zoro. C'est dans cette vidéo, avec une assurance quelque peu hasardeuse dans ma voix, que je vous disais que Ryuma et Zoro auraient un lien familial. Si je vous parle tant de Ryuma, c'est à cause des multiples similitudes qu'il partage avec Zoro, ce qui me laisse penser à un lien familial unissant ces deux personnages. Ce qui m'avait fait penser ça était toutes les ressemblances physiques et psychologiques entre ces deux personnages, notamment un petit détail du côté du zombie de Ryuma, il aurait perdu son œil gauche. Cette ressemblance s'accentue après l'ellipse, leur style vestimentaire devient de plus en plus proche et la cicatrice à l'œil gauche de Zoro ajoute un nouvel indice. Regardez l'œil gauche de Ryuma zombie, il est comme inerte et ne bouge pas d'un seul centimètre comparé à son œil droit. De plus, un bandage de traverse comme si Ryuma avait aussi été blessé et avait perdu le même œil que Zoro. Coïncidence, je ne crois pas. Les similitudes sont tellement troublantes que j'irais même jusqu'à dire que les cheveux de Zoro pousseront au point qu'il se fasse un chignon semblable à celui de Ryuma. Il était pour moi indéniable à cette époque qu'Oda voulait relier Zoro et Ryuma. Et ces deux personnages n'auraient non pas seulement eu un lien de sang, mais également un lien de clan. En bref, je reste persuadé que Zoro et Ryuma ont un lien familial très éloigné certes, mais aussi un lien de clan. Alors que de plus en plus de choses nous laissent suggérer un profond rapport entre ces deux personnages, l'arc de Wano Kuni débuta des années plus tard, et a très largement contribué à pencher la balance du côté de cette théorie avec l'apparition du clan Shimotsuki. Un clan ayant, encore une fois, un rapport très intime avec Zoro puisque Ryuma en faisait partie, ainsi qu'un certain Ushimaru, dont la ressemblance physique rappelait très grandement celle du futur plus grand épéiste au monde. C'était une évidence, Zoro et les Shimotsuki avaient un lien bien trop fort pour qu'il soit ignoré. Le nom de ce clan le suit depuis bien trop d'années maintenant. Le donjon de sa jeunesse et son ancien maître se nommait Shimotsuki, Ryuma, ce samouraï légendaire contre qui il a combattu sur Thriller Bark, était également un Shimotsuki. À son arrivée, Wano Kuni s'était lié d'amitié avec Yasui, encore un autre membre du clan et de la famille Shimotsuki. Et tout ça pour finir par réaliser que Zoro est né au mois de novembre, un mois qui se nomme dans l'ancien japonais Shimotsuki. Zoro serait alors ni plus ni moins qu'un descendant de la lignée de ce clan antique et puissant de Wano Kuni. Sommes-nous donc prêts à découvrir très bientôt les origines de Zoro? En ne pensant qu'à cette théorie, alors plusieurs mystères autour de Zoro semblent s'éclaircir. L'histoire de la destinée prend à nouveau tout son sens dès à présent puisque c'est Zoro qui a ramené le Shusui sur Wano Kuni alors que ce sabre était perdu au beau milieu du triangle de Florian. Il a pu honorer un combat avec ce qui serait son ancêtre et a récupéré le trésor national du pays pour le lui retourner plus de 2 années plus tard, tout simplement car c'était son devoir, son destin en tant que Shimotsuki. Alors justement, pourquoi le nom de Zoro est Roronoa et non pas Shimotsuki? Eh bien Roronoa serait simplement un nom d'emprunt. Lui qui ignore tout de ses véritables origines aurait porté un nom qui n'est pas réellement le sien. Oda aurait eu cette idée de l'histoire du pirate auquel il se serait inspiré dans la conception de Zoro, François Lorone, un être diabolique considéré comme un démon de cruauté dont le nom de famille, son nom très proche de Roronoa, n'était en réalité pas sa véritable identité. Depuis 24 ans d'existence, les origines de Zoro ne seraient alors dévoilées qu'aujourd'hui, découvrant qu'il ne se nomme pas Roronoa, mais Shimotsuki, et qu'il est très loin d'être un garçon banal venant d'une île perdue d'East Blue. Au contraire, il serait le descendant d'un clan de samouraïs réputé et puissant de Wano Kuni. Si cette théorie se valide, car pour l'instant ça ne reste toujours que de la théorie, alors cela signifie par-dessus tout que Zoro va récupérer quelque chose. Car dans la tradition de Ringo, la région originaire des Shimotsuki, chaque personne à sa naissance se voit attribuer d'un katana qui le suivra toute sa vie jusqu'à devenir sa pierre tombale à la mort. Alors imaginons que si tout ce que j'ai pu dire concernant Zoro est vrai, il devrait également posséder un sabre depuis sa naissance qu'il récupérera jusqu'à la fin de sa vie. Finalement, toutes ces révélations ne serviront qu'à faire grimper la légende de Roronoa Zoro. Lui qui deviendra le plus grand épéiste du monde sera également, à l'image de Ryuma, son ancêtre, la figure protectrice de la lignée des Shimotsuki. Tout comme Ryuma, il sera considéré comme le samouraï ultime de Wano Kuni, celui ayant tranché le dragon menaçant le pays, et sera plus tard appelé Shimotsuki Zoro, le dieu ou le démon des lames.
Avant d'arriver au clou du spectacle, la page finale, je dois bien évidemment mentionner les autres combats se déroulant en parallèle, notamment Inuarashi et Jack qui nous dévoilent leur forme la plus monstrueuse. Jack utilise la forme hybride de son fruit du démon pour la toute première fois, tandis qu'Inuarashi réutilise sa forme Sulong. Nekomamushi également utilisera son Sulong pour vaincre Perospero. Pour l'instant, il n'y a donc rien de très intéressant à noter et il faudra attendre encore quelques chapitres pour que leur combat soit entièrement dévoilé. À vrai dire, j'ai très hâte de pouvoir parler de la page finale, celle d'un Luffy debout face à un immense dragon qui pourrait être Kaido alors qu'il s'agit en réalité de Momonosuke. Ce jeune garçon, fragile et peureux, a vieilli de 20 ans grâce au pouvoir de Shinobu. Il a désormais 28 ans, l'âge qu'il aurait dû avoir sans avoir subi le saut temporel de sa mère pour le sauver des griffes de Kaido et d'Orochi. Nous l'avons, ce dragon rose gigantesque dévoilé le 16 février 2004 dans le chapitre 310 avec un color spread emblématique de One Piece. Il s'agit exactement du même, posant face à Luffy, notre petit Momonosuke est aujourd'hui devenu un homme qui d'après ce que Shinobu laisse sous-entendre ressemble à Oden. Alors est-ce la fin de Momonosuke enfant? L'avons-nous vu pour la dernière fois à son plus jeune âge? Il semblerait que oui. En toute sincérité, je ne suis pas du tout friand de ce genre de facilité scénaristique. C'est vrai, Shinobu a comme par hasard un pouvoir qui peut faire vieillir une personne et pouf, Momonosuke retrouve l'âge qu'il doit avoir et devient un immense dragon pour affronter Kaido. Cependant, eh bien comment rester insensible à une telle page, à un tel événement? Les pouvoirs de Momonosuke vont évoluer avec son physique et ça doit être absolument incroyable de le voir utiliser les mêmes techniques que Kaido. Imaginons-le utiliser le Borobresse ou encore faire pleuvoir les éclairs sur Onigashima. Malgré tout, je persiste à penser que le rôle de Momonosuke ne sera que du soutien. Son rôle à lui sera de porter Onigashima pour ne pas qu'elle s'écrase sur Wano Kuni. Tout ça signifie que les prochains chapitres signeront le retour de Luffy au combat contre Kaido qui se bat actuellement avec Yamato. Ce round sera le dernier, l'ultime affrontement d'Onigashima et de Wano Kuni. Si nous étions déjà au paradis pendant l'affrontement des supernovas contre Kaido, ce qui va suivre sera encore bien plus grandiose, bien plus épique. Je pense avoir assez théorisé dans cette vidéo, on va seulement profiter de cette incroyable page de fin comme il se doit, sans chercher toutes les symboliques possibles. C'est la fin de cette review les bros, elle m'aura demandé un travail colossal à réaliser, alors je vous le redis, mais si vous voulez m'aider et me soutenir dans le référencement de la chaîne sur YouTube, pas besoin de dons ou quoi que ce soit, un simple petit abonnement et un like m'aideront bien suffisamment. Merci à vous, on va tranquillement se remettre de nos émotions, je vous souhaite à tous une excellente journée et un merveilleux week-end. Portez-vous bien jusqu'à vendredi prochain. Peace les bros.